Thank you so much, and I'm so happy to be here with you today to share my really very preliminary kind of research. And to be honest, I am not mainly in deliberative or a kind of participatory democracy, but part and parcel of it, I can really present what I've already sent to as preliminary research. Plus, my background is I studied law and also did my master's in indigenous studies. So it's a kind of positivistic approach to that of anthropological. And finally, I'm back to political science, which is democracy with Giovanni Allegretti. And having said, the title is retitled or reframed, still under progress, but participatory budgeting under Ethiopia's executive federalism. So can we have participatory budgeting under executive kind of federalism experience from Hawassa municipality? And this is the outline. There is introduction. Methodology is data document analysis with some interview, and the approach would be deductive. And democracy understood from majority rule to participatory system, a kind of development. That kind of concept is utilized. And from that essence, I put the concept of what's meant by participation and what's participatory budgeting and what's institutional design. These things goes together and important. And the other one is decentralization and the PP in Africa. Some African countries approach it in terms of decentralization. We'll talk about that later on. And I came to the case of Ethiopia, a move from a unitary state to executive federalism. It's not federalism in a full or constitutional federalism in full context, but in line with administrative kind of federalism that we have. And in that sense, we have regionalization and municipal autonomy in the context of executive federalism. And from that context, I took one city, that's Hawassa, and this is the southern part of Ethiopia, capital city of one regional state from among 9 regional states existing now in Ethiopia. And the practice that I saw is they don't have the concept of participatory budgeting at all. What they put in place is FTA, financial transparency and accountability. So the concept is redefined as accountability and transparency than participatory budgeting that we are dealing with. Finally, I put some concluding remarks. I have some 15 slides. I hope that 1 minute for all, and I will do it. This is the map that Ethiopia found in East Africa, and this region is one regional state known as Southern Nations, Nationalities, and Peoples Regional State. So if you go to this region, you have some 56 ethnic groups. So from among these 6 ethnic groups, I took Hawassa, which is a capital city, and one ethnic group predominantly lead this area are known as Sidama people. So that's where I took a kind of field trip, and contacted the municipality and had an interview. So, introduction. Let's see, to put in context, really. We are talking now in a very transversal, meaning that the West is now driving toward this participatory, deliberative kind of democracy, because there is a perception that there is a democratic deficit in representative democracy. That rationale leads to development of alternative or kind of complementary participatory democracy. Now taking participatory democracy in terms of participatory budgeting is all about a new sphere with multifaceted challenges in the West. I'm taking. And in African politics are no short of interesting nomenclatures. We have really good nomenclatures, good constitutions, no short of really principles, because we copied it, and you can call it the federal, democratic, republic, the goes on. But we are short of practices or near to the names that the states bear. And Ethiopia is a case which will be fascinating, because Ethiopia was not colonized, and maybe 5-year occupation by Italy, and except that I argue that there was internal colonization which is going on because of the support from the West, and which needs to be decolonized, I feel. But taking that case, we have now moved from monarchy to executive federalism. It was a monarchical system, monarchical as well as theocratic, meaning that religion and the state was the same. And now we have ethnic-based federalism. We have 9 regional states based on ethnic line.
but not all, but not really to go that. And what defines the current political system in Ethiopia is the syndrome of one-party developmental state. That defines the current Ethiopian state. There is maybe syndrome or maybe disease, I don't know, but there is the adoption of one-party developmental state, maybe looking China as a model. Now, I see democracy from this principle of will transformation. So if we see how we can transform the will of the people into tangible policies and will be realized as a change in environment or maybe in development or others. So from this perspective, I have seen some classical liberalists who argue that representatives are the ones that are agent of the people, meaning that the people are the principal and the representative will be as agent, will transform the will of the people. And the other one is non-imperative mandate, which means that there is a trust and a trustee. The trustee is the one interested or given a certain accountability to act. This kind of classical theory has limitations because it's ideal and basically simplifies the complex realities, especially makes minorities voiceless. And in order to complement that, the issue of deliberative democrats idea come up as public and will formation, like Habermas, Rawls, and there is a from Australia, and Ben Habib recently developed. That's basically to complement this classical liberalist idea. And we have the third one, which is participatory democrats. Participatory institutions as hybrids between participation and representation, as well as between civil society and the state. It is in between. You cannot really consider participatory institution as NGO or as state part or as civil society, but in between. So that definition is given by Avritzer and others also share. So I try to see this from will transformation in general to put it in context. But what's participation and why we need it? Participation as improving the capacity of ordinary people to understand and decide about issues that affect their lives. So I share this idea. Maybe others would have a reason for participation, but the main idea is to transform because informed citizens to have a really valid decision. Not necessarily in aggregate forms, but in a form of learning from one another. However, this does not warrant to exert influence on the final decision of the process. Still, we are aware that this kind of process may not have a say in the final decision. And therefore, it needs to be accompanied by this institution that we've been talking about, the civil society organization, NGOs, social movements, and also it has to be institutionalized. I do agree that, I do think that if participatory processes are not really institutionalized, formalized in some ways, there is a risk of sustainability. You cannot have in a sustainable manner. Maybe the Brazilian case from Porto Alegre chose to be informal, not to be registered, not to be really formalized, but it risks when the government changes. So when the state, the party changes, like we see in Brazil, this kind of risk may happen. So institutionalization is designing the institution that really supplements the sustainability is important. Now coming to participatory budgeting, is a process that refers to the level of involvement of diverse interest groups starting from preparation to its implementation, meaning preparing the budgets and then up to the implementation. So we can say that participatory budgeting has a capacity to call attention of ordinary citizens, creating a sense of ownership in the state-led projects. That I do think is positive. And the rationale to that is appealing socially, politically, and so forth. Now, in terms of institutional designs, in African context, we can say that participatory budgeting is important, but it is inevitable that we need to have institutions that really backs up this principle. And when I say about institutions, I'm not talking about other things, but principles. Do really have principles, actors, and the norms that really support this participatory budgeting is a question. And the fact that African communities are traditionally cooperative and communitarian is an unused opportunity. So we can take the case of Porto Alegre, but unless we really exploit and use this traditional cooperative form, we can still fail because of that institutional design needs to be really taken in consideration with the realities on the ground in African context. And PB design shall be specific to particular polity. I see that what worked for Porto Alegre not necessarily work for
some cities in Africa. So it should be relative in its approach, but learning from one another. So I'll be quick. Now coming to decentralization and participatory budgeting in Africa, I see that decentralization and participatory budgeting has relation from this context because I see it as democratic decentralization. So participatory budgeting has really congruence with that of democratic decentralization. However, administrative decentralization does not mean democratic decentralization. What we have in Ethiopia is administrative decentralization. What we lack is democratic decentralization. I will come to that later on. And Ethiopian and Acadian case is similar because they call us decentralization or democratic decentralization, but it's an illusion, what I see. And what exists in most African states is what others also call deconcentration and decentralization. So deconcentrating the power or keeping the hegemony of the state through the representative at the local level than really democratic in its approach. Botswana would be different. But now coming to the case of Ethiopia, I'll be fast, sorry, that let's come to the concept of executive federalism. As we know that federalism is all about division of power between the center and the regional level. And what the current regime interested is to have executive federalism, division of power, to give to the lower authorities, to lower unit, the executive power, not really legislative, not really judicial. So selectively taking one body, which is executive, and then, so we lack with the second and the third chambers to be decentralized. Coming to legal framework, because I need to analyze some legal documents, the 1995 FDRA, Federal Democratic Republic of Ethiopia Constitution is relevant because it made kind of region, a kind of accountability and transparency as principle. There is also right to seek and receive information. So these principles are really important in participatory budgeting. And we have also financial administration proclamation, which also supplements participation. But what's important to say here is that we, in most circumstances, participation are said to be important, but they are really symbolic because of the executive federalism we have. So you cannot really have participatory approach unless you have full constitutional federalism, which I call it, which basically needs to be full, not really part and parcel of decentralization. Now coming to, I'm finalizing, municipal autonomy and budget processes. The region that I took is SNNPRS, Thousand Nations, Nationalities and Peoples Regional State, has 4 layers. The first one is regional government, the second one is zone or special district, and third one is we have districts, and finally we have cavalries. So this kind of structuration is common across the regions or the 9 regional states in Ethiopia. Article 25 of this region clearly provides that no government may intervene in the operation of a city, except where there is a threat to the constitution, public interest, or general security. This is a kind of giving autonomy to the municipality, but it is often open to interpretation and interference. So this is only meant. So I will not read again, but you have also the preamble 2002 of this regional state giving the city council to have socio-economic and developmental activities where the interest of the people lie. Now, Ethiopia's budget process has 4 stages. There is preparation stage, approval stage, implementation, and control. So this is being followed by Ministry of Finance and Economic Development. So this is centrally managed, and there is a calendar for that. January, there is a budget call, and basically every time the regions as well as the local levels review their budget and then present for approval, and will be approved at the national level. Now I would like to emphasize that to see participatory budgeting or budgeting in general as legislative process. I mean, if we see budgeting only as people's interest, we lack the other essential part, which is legislation. So after all, at the end of the year, budget needs to be made in terms of law. Now coming to Hawassa municipality, Hawassa is located in this region, and with some distance from Addis Ababa.
and also close to that of Nairobi, because it's the southern part of Ethiopia. And our city administration structure includes city council, municipality, and we have judicial body at this level. I don't know if you see the population, but we have some ethnic groups in this city. Some 8 ethnic groups, and others. The 9th one is other, and the population in this city is almost 400,000 population. Now, what is fascinating is that there is unutilized opportunity in this city. What I call unutilized opportunity is that there is 268 city cooperative associations in this city. Imagine, you have 268 city cooperative associations with a member of 31,000. And these associations are really very important, but not utilized in terms of participation. We have 80 NGOs and civil service organizations in this city, which are really established in the last 20 years, but not in terms of cooperating with the city council. And their missions are limited to humanitarian, development, and environmental protection activities. So the state wants these cooperatives to act as a development engine than kind of democratizing the system. And hence, despite the large number of civic organizations, this city has to really make a kind of participatory democracy by inviting this. I would like to finish with this because it's important. What I would like to bring here is that the experience from this city is that they do have what they call FTA. This FTA has 6 members. One is from auditing office, one is from development plan office, ICT member, public relation, and 2 delegates from the finance office. So these 6 members work together, and they invite people and to really discuss and present what the government has a plan, and finally they discuss. Now, these are some of limitations of this FTA. It is a secondary job. They do have other principal activities they consider as their secondary job, and this is resulting of redefining of participatory budgeting. It's not working with these institutions, and participatory is rhetoric, and the absence of culture of open debate over budget legislation is also one thing. Now, the concluding remark that I come up with is that there is lack of constitutional federalism, which I deduce from this that it affected the municipalities' council capacity to really check the budgets, and also to really genuinely involve the civic organizations and the local people to have a say in the budget plan. And for what's fascinating here is that budgets are really displayed on the billboards at the public places, just to make the public aware of, not really to invite them to really discuss. But this is already the one that others also comment on, the limitations of pre-informing and engaging people to really have a say. And therefore, I cannot see any input that comes from any ordinary citizen to change or to have a kind of input on the budget plan so far in Ethiopia. But what we have is that there is technocrats that are organized to really make the things work in as per the interest of the ruling party. This is the city center of that city. Thank you for your attention. Thank you very much for respecting the time. And so I leave the floor to Mohammed Benidir from the University Mohammed Sank, and then we will open a little bit the floor, and then you can answer some. Are you going to speak in French? Yes. Okay. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée d'études fort intéressante. Vraiment, c'est un plaisir de lire ce papier concernant l'Éthiopie, et surtout qui parle un peu d'un contexte qui est un peu plus ou moins proche surtout le contexte administratif et bureaucratique un peu proche du Maroc.
Il traite de l'expérience du budget participatif dans un contexte de fédéralisme exécutif à travers le cas de la ville de Hawassa, région des nations, nationalités, peuples du Sud. La première lecture révèle que l'expérience de budget participatif à la portée allégrée introuvable à la ville de Hawassa, dans la région étudiée. Et en dernier lieu, il explique les facteurs qui inhibent l'émergence d'une telle expérience, par exemple, son prédominance des procédures informelles et des pratiques informelles, la résistance du couple déconcentration-décentralisation qui ne donne pas beaucoup d'autonomie au pouvoir locaux en matière de budget, ce qui bloque toute initiative d'asseoir une telle budgétisation participative. Cette structure administrative centralisée ne permet pas aux acteurs dans les régions, les districts et tous les échelons infra-régionaux de se réapproprier des rôles à travers lesquels ils peuvent changer leur rôle de délibération. Inversement, à ce qu'illustre à propos de Porto Alegre, surtout qui constitue ton référentiel théorique. Ainsi, tout lecteur de ce texte peut ressortir l'idée d'un immobilisme dans lequel un centre hégémonique écrase sa périphérie selon une profiter d'un fédéralisme exécutif. Tu as fait allusion à l'existence d'une tradition coopérative et communautaire en matière de budgétisation, les systèmes d'assurance traditionnels qui s'appellent IDER, les banques traditionnelles et CAB, sans analyser et démontrer en quoi ces modèles traditionnels peuvent être compatibles ou favorables à l'exportation des modèles internationaux de budget participatif. Est-ce que ces structures traditionnelles peuvent être récupérées ou bien se chevauchent avec l'expérience de Porto Alegre, et comment des acteurs qui participent à cette exportation font une certaine instrumentalisation à la fois du discours du budget participatif de Porto Alegre, et aussi l'instrumentalisation du discours de participation populaire à la base, en disant que cela est très compatible ou pas. Certes, je suis d'accord avec toi quand tu as affirmé que le budget participatif revêt une fonction politique qui légitime l'État ou la délégitime. Mais c'est ça peut-être qui constitue la problématique de l'article, et je vous recommande d'aller plus loin dans cette piste, à la fois sur le plan théorique et le plan empirique. Et j'affirme que l'analyse de Policy Transfer Studies, renforcée par une socio-anthropologie de l'action publique, et ici peut constituer un éclectisme un peu édouin. Parce que comme au Maroc ou en Tunisie, quand un expert, soit de la justice transitionnelle ou bien de budget participatif, quand il vient à la capitale, soit il vient au Brésil, ou il vient de New York ou de London, il vient directement à la capitale, il peut rencontrer des acteurs associatifs ou peut-être des agents de l'État, et donc il traverse des échelles. Et donc ces échelles peuvent être enchevêtrées, et donc c'est très intéressant de se pencher sur
sur cet enchevêtrement et changement des échelles. Et aussi la problématique de l'adoption. Tu as dit qu'il y a une société civile qui est faible, mais l'État ne peut pas instaurer une expérience sans intermédiaire, et donc l'adoption ici peut être partielle, ou bien à portée limitée, comme l'a démontré Amin Allah, la propriété de la Tunisie et du Maroc. Et donc, est-ce que ces adopteurs sont un peu influents ou sont cooptés? Tu as énuméré un certain nombre assez intéressant des organisations de la société civile, et donc c'est pas possible que les acteurs associatifs, soit ils adoptent, ils participent à la mise en place des structures du budget participatif, mais il faut aussi se pencher sur la question de la rétribution qui se retire de cette adoption, partielle qu'elle soit, ou simplifiée, ou désamorcée. Le dernier point, tu as dit que cette situation centralisée est héritée d'une tradition d'un direct rôle, les balavat, qui permettent aux agents locaux d'exécuter le pouvoir que leur est délégué l'échelon fédéral du parti unique. Est-ce que tu vois ici un certain compromis, une certaine articulation avec cet indirect rôle avec l'intermédiation que font les acteurs de la société civile dans la matière? Si les acteurs de la société civile existent, ils ne peuvent pas commencer tout d'abord par le budget participatif. Apparemment, ils ont des expériences dans d'autres programmes, peut-être la mise en place de la praxis de la décentralisation ou d'autres. Et donc, en dernier lieu, tu as marqué le point sur les facteurs et les limites de cette mise en place, mais à titre un peu propositionnel et avec des recommandations qui ne sont pas basées sur des expériences. Des expériences, des acteurs dans des échelles déterminées. Et donc, à mon sens, le papier gagne à être un peu, surtout si on inverse un peu le plan. Il faut commencer par la ville de Aoussa et par la suite. Tu as fait des recommandations, mais sans citer des exemples assez concrets. Par exemple, l'absence de débat public, la mission de concept de transparence financière, responsabilité est une mission secondaire. Donc, il faut renforcer tous ces observations, ces postulats par des données empiriques. Et sur le plan méthodologique, est-ce que, je ne savais pas, est-ce que vous êtes natif de la ville? Est-ce que vous êtes extérieur à la ville? Quels sont les modes d'enquête? Est-ce que c'est de l'observation participante? Est-ce que ce sont des entretiens? Et combien d'entretiens? Est-ce qu'il y a un échantillon? Est-ce que la ville est déjà c'est pas une petite localité? Et je vous remercie. Il y a quelqu'un qui veut ajouter des questions à discuter avec Zelalem? Quelqu'un en pique une? Oui. Ah, ok. Excuse-moi, je n'ai pas totalement la vision sur tout le monde. Ok. Il y a l'effet miroir. Okay, so shall I speak in English? Okay. It's a remark that straddles your presentation, but also what we heard about
Mozambique and Cameroon in terms of participatory budgeting. And I'm stealing the idea from Amin about how do we conceptualize and what do we look at when we look at participatory budgeting in a semi-democratic, semi-authoritarian regime. And how do we study that beyond saying, well, there is the ideal and its emancipatory potential on the one hand, and there is the reality which is absolutely disconnected. And how do we go beyond describing that disconnect to use this integration to understand better political logics, either of the state or society, or the relationship between the two? And I think there are two stakes. One is asking what are the power stakes for the state, either in the global national interface or within the state in the national local or between different ministries. So why there's this emphasis on participatory budgeting? What is at stake there for states, for authoritarian states to embark on those processes? And the other is, perhaps the second one is how to curtail, what are the mechanisms to curtail the emancipatory dynamics that participatory budgeting opens to. And one is very clearly, in this case, to ban internationally funded NGO from participating. That's a mechanism to restrict the potential of such tools. So, but other mechanisms that we heard this morning by the two Josephs was about the social control, that public speech is not possible because it's heavily framed by party cells listening, taking notes, and exerting some social surveillance. So what are these mechanisms, and to try and understand a bit how even if public speech is invited, it's not happening, it's not possible in reality. And a third interrogation could be about what these controlled public space generate nevertheless, and are they forms of strategies that are put in place by different actors in civil society. And this could be NGOs trying to give training or take the budget and create discussions around this budget. I'm inventing, it's perhaps not possible, but what are these spaces creating in civil society that perhaps local elites could take to and frame claims in different ways that are not confrontational, but nevertheless that can change a bit the relationship they have with the state, with this access to information. So I think these are three threads that could be usefully looked in a comparative perspective across the three papers. Thank you. So do you suggest like a sort of, for example, in the distribution of the text to pack them in order that also in the general comment they constitute like a subsession somehow? Thanks. So thank you for your presentation, and I have a question. It's not really it's a question and more a remark. Taking into account that we are organizing a special issue for a journal together. So it's to ask the question. It's more to ask than to him. No, it's to him. Okay. Yes, No. yes. It's but you can answer if you feel comfortable. Taking into account the organization of a special issue for a journal, one of the things that is important is also that articles dialogue with each other. And considering that we had a component of participatory budgeting transfer in our presentations this morning, my presentation, Giovanni, and also Joseph's presentation. I'm really sorry I didn't hear the beginning of your presentation, but I would really like to know how participatory budgeting got in Ethiopia, which were the interests for those who adopted it to implement participatory budgeting, and if we had this the same forces, or if we had like international organizations, individuals, NGOs,
or if we have something that is very specific to the Ethiopian case. Thank you. More questions or remarks or anything? No? Okay. So, Zelalem, Thank you. you have 10 minutes to answer. Okay. I would like to thank Mohammed for the comments and Louder. Okay, thank you for the comments and the questions. I'm not really here to really defend, but the document is the paper was very rough and very draft, and I would like to work on more further. And why states really are interested for participatory budgeting as a model is really interesting. And one reason that is nowadays being clearly visibly that it's all about corruption. So World Bank is not concerned about whether the country become democratic or not, but the money that the World Bank really gives to the states is really well utilized or really misappropriated. So states are under pressure. So they want to show that we have really open, transparent, and accountable mechanism. And Ethiopian government is wise by making financial transparency and accountability. So what is what the international donors need? So that skips the main issue of democracy. And so why they are interested in? They are interested in what really others want to see and hear about financial transparency than the real democracy. So that's why democratic decentralization is not there, but there is financial kind of transparency approach, which is technocratic, and to show that we are doing our job and they will give us money, and therefore we can show that there is such kind of platform in our country. So that is why they are not really from democracy in principle, will transformation, the will of the people to be transferred through participatory budget. So I think that's what drives them. So they are, in Ethiopian context, they are the kind of two entities, international organizations, funding, interested in to see you are really taking responsibility the money that you take, and the state also trying to show that one. So not really, it is in between. And there is a ban on NGOs, civil society organizations, especially to take part in any democratic or in any advocacy, human rights. So what's expected of them is clearly provided the proclamation is made that international organizations can fund state but cannot fund NGOs, even if funded, not more than 10%. And it curtailed really completely after 2005 of the election. So the state is in the syndrome of one-party system. That is the fact. So there is social surveillance, obviously. There is public speech is not really as such viable because the state wants to maintain the, on one hand, the sovereignty of the state is at stake. So state feel that Ethiopia should be sovereign from any other foreign interference. How we can do that? We can really limit the capacity of any opposition party that come against. So this reproduced your second question about what control public generates. Of course, when you have an action which really contradicts the realities on the ground, you have some discontents, obviously. And recently, what happened in Ethiopia is the fact that which I didn't really made a kind of analysis in this paper, thinking of complementarity, is that there is a protest. The last 2 years was a serious protest, and the government planned to really have a kind of change around Addis Ababa, really challenged, and so therefore that brought or generated the discontent and the violence, and at the end, state of emergency declared. Now, more or less under state of emergency. So, is there any mechanism that civil society really devised to really cope up with this regime? I don't think so, because of even if they try, it will not really be productive. So
there is confrontational, but not really in a creative way to stand out and show the changes. But the change that recently being utilized is the online resource, so the Facebook and the internet. That kind of approach is what I can see only as a method to really challenge the regime. So maybe not really appropriate for this participatory complementary approach. That's why I excluded, but it's possible to really rethink and include this creative approach, which is a recent development. Articles should dialogue with one another, and I agree with Oliver and so I hope that it will dialogue with the idea of that Mohammed also put participatory democracy should be relative, and the case that really took place somewhere need not necessarily be copied, and African context should be seen as different or in a different context, because the issue of participatory democracy is after representative democracy. In Africa, we have even the representative democracy is not functional. I mean, in case of Ethiopia, if you ask me, representative democracy is not there. So if you talk about participatory democracy, what kind of participatory democracy if you don't have any really functioning representative democracy? And the concept of representative democracy for me is post-representative democracy. You have a representative democracy based on vote and which is free will and which is right. But in African context, maybe in Ethiopian context, if you don't have representative democracy which is really genuinely representative, and you add another concept which is representative, which is participatory, and it is a kind of far away. Somebody is in the first stage running, and we are in the third stage now to catch the second one. And this is a kind of paradox that I would like to emphasize, because the theories that really being presented and now pushed is do not really consider the realities on the ground. And I hope it will dialogue with the papers will be presented, but not in exactly the same way, but in a different approach, but explaining Mr. X, whether his face or maybe at his back, or maybe behind Mr. X. So, but explaining the same thing, but with different contexts. I hope that they will dialogue with one another. And to be honest, this is my first article or paper to write. I'm interested in alternative approach beyond this formal state, and I've written some article on indigenous kind of democracy versus that of modern state to reinvent African democracy. That's my interest, but anyway, this is my material, first stage material, so I hope it will dialogue, and thank you. You are writing in management science, don't you? No, because I'm in between two research laboratories, management science and sociology in Conservatoire National des Arts et Métiers. And I hear it's your first paper, that it's very mainstream approach, transparency, accountability. If you want to write, even in management science, we have now a very critical studies, in fact, critical accountability, and they often base their analysis on Michel Foucault, La School of we spoke about them this morning, and about commons, the tragedy of commons, how to define the public, not good, the public commons. Because you cite, for example, what is very mainstream, very liberal, very Asian Bank of Development, very mondial banks, is when you develop participatory budgets, you develop ownership, sense of ownership. This is very mainstream, you know. So water, the air, it's a common. They are commons. They don't belong to any owner. So I advise you, really, because even in management science, they are very critical about this mondial approach. It's not only sociological, it's critical management studies. Okay,
Thank you for the comment. No, there is a book written by Golsowski. It's in French, sorry, but the issue in marketing, in human resources, in public management, in different branches of management science, how you can be critical. And there is one big trend in accountability. Because informal economy is the basis of many African countries, and it's very important. And there are regulations besides that, religious and traditional regulations, like the indicator, like the Rio, etc. So we cannot avoid that, in fact. Thank you. No, we were talking with Laurence to try to understand if it was possible to dialogue with him, but I think it is not. no. You want me to present the paper briefly? If you want to present the paper, I don't want specially. the only thing but we are taping, I could no? present it. We are taping also. We are taping, so we can send to him Yes, the good idea. That yes. would be a good Yeah. idea. I present it in French or in English? In French, maybe. Yes. Yeah, Change. French. What you feel more Comfortable. comfortable? Both, I love both. They are here for Alors, that. So c'est un papier écrit whatever. par Laurence Piper, l'université de Western Cape. C'est un papier de 9 pages. It's a 9-page document. Qui, en synthèse, explique que en Afrique du Sud, la seule politique publique qui soutient la démocratie participative se traduit par l'outil du budget participatif. Mais ce budget participatif, pour l'auteur, est en fait un recyclage de ce qu'il appelle people power, c'est-à-dire l'anti-apartheid, le mouvement anti-apartheid. Un recyclage dans une espèce de contrôle notamment par le parti anti-apartheid de l'époque, des années 80, qui s'appelle l'ANC. Par exemple, sur les 205 villes, 163, en termes de budget participatif, sont contrôlées par l'ANC. Donc on a une reprise en main des partis politiques sur les budgets participatifs et sur la définition de la démocratie participative, et donc un alignement politique, qui permet aussi à ces partis de recruter des nouveaux leaders localement et de faire remonter et de diffuser donc une idéologie spécifique. Voilà en rapide la démonstration de l'article. Donc j'avais moi quelques commentaires. Oui, excusez-moi. Alors que, par exemple, dans une ville qui s'appelle Essewiquini, avant d'Urban, je prononce mal, excusez-moi, il y a eu des expérimentations de budget participatif, de politique publique, mais beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à gérer. Le gouvernement d'Afrique du Sud ayant plutôt choisi un budget participatif à contrôler, circonscrit, enfin une approche extrêmement managériale du budget participatif, assez loin de la philosophie participative de cette ville, et donc aussi de Porto Alegre qui est mentionné comme référence, bien sûr. Alors moi, mes commentaires étaient les suivants. Je trouve que c'est un article qui n'est pas controversé, qui est à charge contre une politique publique et qui manque de données de terrain. Je n'ai pas vu le terrain, je n'ai pas vu sur les 163 budgets participatifs où étaient des données concrètes pour prouver l'argumentation de l'auteur. Donc ça me gêne. Ça c'est un premier point. J'ai pas vu non plus, mais ça a été dit à plusieurs reprises, cette question de dresser un schéma de la matrice de l'action publique. Je ne sais plus qui l'avait dit. Merci beaucoup.
En sciences de gestion, c'est la théorie des parties prenantes. Et en sociologie, système d'action concret, qui introduit des niveaux aussi, qui ont été introduits par notre Claire notamment. Donc de quel niveau on parle, et d'où on parle, et comment ça diffuse d'un niveau à l'autre. Tant qu'on n'a pas d'acteur concret par qui passe le mal ou le bien et qui fait quoi, je crois qu'on ne peut pas faire de conclusion en termes de recherche. Et on ne sait pas dans cet article qui fait quoi. Enfin, c'est l'ANC en général. Quelqu'un a dit tout à l'heure, le Parlement, c'est pas le Parlement, il y a un débat à l'intérieur du Parlement. Donc je trouve qu'il y a une généralisation des acteurs qui sont chosifiés, ils sont agentifiés, pour reprendre un terme sociologique. Je ne reviendrai pas sur mon commentaire sur les régulations traditionnelles. Je viens de passer 2 semaines au Mali sur la question difficile pour eux du dialogue social, démocratie représentative dans les entreprises avec les syndicats, les élus, et médiation traditionnelle avec les communicateurs, les imams de l'islam et toutes les médiations traditionnelles. Que la vraie question qui se pose, c'est l'articulation entre les deux. Et on ne peut pas plaquer démocratie délibérative, Rawls, Habermas, qui vraiment fait appel à la volonté individuelle, sur la délibération de type traditionnel, on appelle un cousinage à plaisanterie en Mali, qui n'a rien à voir avec un raisonnement sur les logiques argumentatives. Donc j'invite vraiment à la prudence sur le copier-coller, ça a été dit ce matin, nord-sud. On ferait bien un copier-coller sud-nord ou sud-sud serait plus intéressant, je pense. Mais ça a été dit tout à l'heure. En termes de politique publique, puisque moi je viens de Sciences Po, donc il manque des choses, il me manque ce qu'on dit nous en politique publique. On dit pas la politique. Il y a 3 niveaux de politique qu'on étudie. Il y a les jeux et les conflits entre acteurs de la politique pour définir la politique. On est au moment électoral en France, c'est ça. C'est quelle orientation politique on prend. Ça s'appelle politics, les jeux, les acteurs, les élites. Il y a les programmes politiques, les décrets, les circulaires, les tools, les outils, ça s'appelle policies. C'est encore un autre niveau qui peut ne rien avoir à faire avec le premier. Et puis, il y a les réceptions des politiques publiques. Donc, il y a très peu de travaux sur la réception des politiques publiques. Ça doit être forcément comparatif. C'est pour ça que l'intervention de nos 2 collègues comparant le Niger et le Cameroun sont nécessaires. Et on a des niveaux de réception de politiques publiques qui n'ont rien à voir avec les 2 précédents niveaux. Et des disruptions, je ne sais pas si on ne dit pas comme ça en français, c'est en anglais qu'on dit disruptif, je ne sais pas. Entre tous ces niveaux qui sont naturels, qui ne sont absolument pas des découvertes de chercheurs, qui sont des disruptions naturelles, ordinaires, d'humains ordinaires. Voilà. Donc cette approche-là, elle est intéressante en sciences politiques, et je trouve que si on est sur les politiques et la démocratie, on pourrait les réintroduire. Et puis il y a une autre approche intéressante aujourd'hui, on discute pas mal, c'est sur la transformation d'État ou des politiques publiques, et on a 3 hypothèses. Donc Laurence ne prend qu'une seule hypothèse, c'est la dépendance du sentier face Dependency, c'est-à-dire une hypothèse ultra-culturaliste, l'État ne sait faire que d'État. Mais il y a 2 autres hypothèses. Il y a une hypothèse, l'État est une institution, donc est capable de se recréer des règles de fonctionnement et de se réformer, y compris dans ses règles fondamentales. Et notre rôle serait de trouver quelles sont les nouvelles règles qui se développent. Et puis il y a un courant plus positif sur l'État, évidemment, qui ne plairait pas à Michel Foucault, qui est finalement l'État, c'est une forme, aujourd'hui dans ces transformations, c'est des initiatives émergentes. Donc on n'en sait rien de la politique publique, de la démocratie. On doit regarder ce qui émerge et le décrire. Donc ça c'est une deuxième lecture en sciences politiques, je pense, qui est intéressante, qui évite un déterminisme qu'on a parfois en sociologie, tout État ou contre-État, qui n'est pas très productif en termes de recherche, je trouve. Voilà, donc si ce papier doit être publié, puisque je suis revieweur dans plusieurs revues,
Donc je pense qu'il faudrait vraiment le transformer. Commencer par la fin du papier sur ces fameuses municipalités en Afrique du Sud, décrire en quoi la gestion de l'ex-communauté de Durban, j'ai du mal à dire le nom, Ethiopia, je ne voudrais pas le déformer, présente une innovation sociale, puisque c'est présenté comme tel, mais on ne décrit pas pourquoi c'est une innovation sociale. Moi je veux bien, cette innovation est à la mode en France, mais en quoi c'est une innovation sociale, et par rapport à quoi, c'est assez relatif. Et puis décrire finalement ces 163 villes sous contrôle ANC, qu'est-ce que ça veut dire, hein. Voilà, qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, quel est l'implicite, voilà. Donc voilà le conseil que je donnerais, et muscler en sciences politiques, puisqu'on est vraiment sur l'analyse de la déclinaison des politiques publiques et de ces étages complexes. Voilà. Merci beaucoup. Bon, l'auteur n'est pas ici pour pouvoir répondre, prendre les suggestions. Malheureusement, sa femme était à l'hôpital. Bon, j'espère qu'il y en aura la possibilité de transmettre cette. Je n'avais pas pensé que c'était mieux le faire en anglais pour lui enregistrer et pouvoir envoyer l'oral. Peut-être que c'est plus difficile comme ça. Bon, on a au moins la registration. Non, j'avais pensé, je n'avais pas pensé parce que sinon on pouvait simplement enregistrer lui. C'était le plus simple. En fait, il faudrait peut-être que je précise que ce qui est sur cette table-ci, c'est un enregistreur. Donc tous les échanges sont enregistrés. De même que la caméra, elle enregistre ceux qui sont ici. Et donc on aura en fait l'enregistrement de l'ensemble de l'échange. Et puis voilà. On a la preuve de notre résistance ici. Merci beaucoup. Sans doute. Ouais. Oui. Je voulais. Si vous voulez poser des questions. Je voulais juste poser une question, mais plutôt à la discutante. C'est intéressant. Je remercie pour la synthèse et la montée en généralité théorique. Est-ce qu'on pouvait revenir sur les trois hypothèses que vous avez évoquées à la fin sur l'État? Vous avez formulé trois grandes hypothèses. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement dessus? Alors, la nouvelle gestion publique qui a été théorisée après observation des années Thatcher, moi je crois que l'auteur le plus intéressant c'est Polite, qui définit 11 critères de ce qu'est le NPM, Public Management, qui est en fait l'importation d'une gestion privée du bien commun public. Et les 11 critères sont intéressants à utiliser en tant que tels. Donc, est-ce qu'on est dans cette hypothèse d'importation, de privatisation de l'État, des biens communs? En fait, je sais pas, ça je trouve ça intéressant. Sur la lecture reforming, c'est la lecture de l'État comme une institution a les capacités de créer ses propres règles. Certaines entreprises deviennent des institutions, notamment les multinationales. Enfin, on a une lecture institutionnelle de l'État qui ne le définit pas de manière statique, comme en sociologie, où on a une vision très statique de l'État. Il y a le background institutionnel et puis tout se passe autour, avant, après, mais il y a l'État qui est là. Voilà. Ça, c'est plus possible, je crois, aujourd'hui, et c'est pas souhaitable. Et puis par rapport à Michel Foucault, par rapport à Anna Arendt, par rapport à plein d'auteurs, si on est cohérent, on peut pas postuler l'État comme statique et avoir compte de toute la pensée et de toutes les manières d'agir. Ça, je crois que moi, je suis très foucaldienne, mais Anna Arendt, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Pas sanctionner l'État en permanence. Et puis il y a les initiatives émergentes. Donc là, j'ai pas donc c'est plus les travaux autour de l'hybridité. Donc j'ai une collègue à Dauphine et Yousfi qui a beaucoup travaillé sur la transition démocratique en Tunisie, par exemple. J'ai pas les auteurs en tête, mais qui résonnent plutôt en termes d'hybridité, d'hybridation et de formes émergentes de régulation. Ce
qui veut dire, si je rejoins ce qu'avait dit Florence tout à l'heure et d'autres, ce qui veut dire, nous, en tant que chercheurs, avoir une approche plutôt inductive. Donc on revient sur l'épistémologie de la recherche. Et se laisser surprendre par ce qui émerge, c'est-à-dire ne pas lui poser des mots hypothético-déductifs immédiatement, et laisser un peu ouvert le champ, ne pas plaquer les concepts. Je reprends aussi Florence tout à l'heure qui parlait de concept stretching. Le mot innovation, le mot participation sont complètement dynamités, idéologisés au sens Foucault aujourd'hui, et servent à tout, c'est des mots valises. En fait, on va jusqu'à appeler l'appel de fonds par une plateforme électronique de la finance participative en France. Donc je participe à un projet en envoyant de l'argent. On entend même des gens dire on est en pleine démocratie participative. Participative crowdfunding, c'est juste financer une activité. Donc moi ça m'effraie. Alors j'ai la chance d'être dans deux laboratoires, un laboratoire en sciences très critique et un laboratoire en sociologie. Donc je vois bien que même en sciences de gestion, le courant de doctrine, management et organisation est ultra critique. Et je pense qu'on ne peut pas. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on publie, quoi. Aux effets performatifs de nos publications. Si je prends Austin sur les effets symboliques de nos publications. Et je pense qu'il faut toujours une approche critique. Ça, rien n'est donné. Merci beaucoup. La suite, c'est un café ou un conseil. Il y a une question là-bas. Oui. Oui. Madame Moreas. Ah, j'avais vu là-bas et après Non, c'était elle est là-bas en partie. fait. C'est un à toi la parole. Ok. En fait, moi, c'était juste pour. J'aimerais dire, est-ce qu'on pourrait échanger sur les concepts, justement, un peu dans la lignée de notre article et on nous a invité à affiner la notion de participation. Je sais pas, nous, en fait, à la base, même on parlait de gouvernance universitaire, de toute participation des étudiants à la gouvernance universitaire. Et en fait, C'est pas entre nous, en fait, on se discute autour de notions de gouvernance universitaire. On n'est pas encore très d'accord. Non, Mais c'est intéressant la gouvernance. Parce que gouvernance, Patrick Le Gallès en a beaucoup parlé. Oui. Alors justement, en s'inspirant de Foucault. Mais je pense que dans le cas de comparaison, dans notre article du Niger et du Cameroun, ça va être assez compliqué de parler de gouvernance universitaire parce qu'au Niger, on peut quand même utiliser, sauf qu'il faut vraiment bien définir. Au cas du Niger, les relations entre les autorités et les étudiants s'inscrivent vraiment dans la remise en question d'ordre de géant, disons. Dans le cas du Cameroun, même si c'est le cas, ça se passe de manière beaucoup moins visible, beaucoup plus nuancée, et limitée aussi que pour le Niger. Du coup, si pour le cas du Niger, on a plus à l'aise pour parler même de la gouvernance universitaire quand on parle de CASO, de projection, de CENI, dans le cas du Cameroun, ça peut poser quelques problèmes. Donc c'est pour ça que même si on va garder cette notion, il faudra vraiment la définir. Et voilà, pour nous, c'est un challenge qu'on va affronter sur la définition de participation politique, etc. Michel Foucault, c'est la gouvernementalité. Oui, gouvernementalité. Oui, gouvernance et gouvernementalité, pardon. Je suis très fidèle à Michel Foucault. oui, mais du coup, participation avec le gouvernement. En fait, quand on utilisait gouvernance universitaire, c'était la référence de Olivier de Sardin, de Jean-Pierre Olivier de Sardin, qui lui, en fait, s'inspire plutôt de Foucault. Si je comprends bien sa pensée. Et donc, du coup, voilà, on a considéré plus ou moins légitime. En fait, il faut
faut juste redéfinir les concepts dont vous vous servez de manière pragmatique, en nous montrant en quelque sorte la filiation du concept et en vous positionnant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de répéter mot à mot une définition, mais vous pouvez dire, par exemple, pour la gouvernance, que vous savez que ça vient, que c'est un mot qui est né dans la gestion, qui a migré, et qui a été réutilisé par quelques disciplines, qui a été redéfini dans le contexte africain avec les multiniveaux, multi-acteurs, etc. Et vous redéfinissez, vous, ce que vous entendez par gouvernance. Ça, c'est le premier point. La deuxième proposition, c'est d'avoir une approche qui soit la moins portée par des valeurs. Moi, je dis ça en pensant notamment à Cindy, de manière générale, et à son travail. On a parfois des discussions éthiques, parce qu'on peut être porté par l'idée que la participation, par exemple, est une espèce de nécessité. Et du coup, on peut tomber dans un discours qui est un discours performatif. Dans le champ dans lequel je travaille, la santé, le sida, on a montré que la participation des personnes concernées était d'une importance capitale. Il y a aussi des cas où c'est l'État qui a milité, où les associations étaient à tonnes, où c'est l'État qui a fait le boulot, qui allait chercher des partenaires, qui a donné l'action de médicaments, sans aucune pression d'aucune société civile. Ça existe aussi. Donc du coup, il faut regarder les choses, comme je disais tout à l'heure, telles qu'elles sont, et pas telles qu'elles devraient être, et ne pas reconstruire la réalité. Le grand débat que j'ai eu avec Cindy par rapport aux étudiants camerounais, c'est qu'effectivement, pour des raisons de commodité, elle avait deux camps. Donc les conservateurs et puis, l'association les autres. institutionnelle. Et je continue ici, je caricature un peu. Et donc, son idée était, pour les conservateurs qui ne sont pas très en gros, qui n'avait pas, où il n'avait pas d'idéologie, où il n'avait pas de sens de la participation. Et je lui disais, c'en est une aussi. C'est aussi une manière de participer, qui ne me plaît pas, qui ne te plaît pas, mais c'est aussi une manière d'agir et de participer de manière froide. Ils ne seront pas mes amis, je les aime pas, mais ils participent, ils ont fait des choix. Voilà, parce qu'elle parlait beaucoup et elle avait peut-être raison, de manipulation. Et là c'était très intéressant, elle disait, ok, ils sont manipulés par le pouvoir en place, mais c'est aussi un choix politique. Et c'est même un choix politique qui n'est pas extraordinaire. C'est le choix de ne pas se faire taper et d'avoir un poste dès qu'on sort de la fac. C'est minable dans une société, d'un point de vue des valeurs. Moi je peux dire oui, c'est minable, ils se vendent, mais c'est un choix politique hyper pragmatique. Je fais mes études, je vais avoir ma maîtrise, je sors d'ici, j'ai pas envie j'aurai peut-être un boulot, point barre, le reste, démocratie, etc. Je m'en fous, mais c'est un choix. Et du coup, moi je comprenais aussi la réaction des civils, qui disaient mais quand même, c'est pas démocratique, etc. Peut-être. Mais c'est un choix politique qu'il faut prendre comme un choix politique. Non, mais il faut lire les travaux en sciences politiques parce que et Michel Foucault est plus compliqué que ça. Hein, c'est très complexe, Michel Foucault. Donc après, les lectures qu'on en a fait après, c'est des simplifications. Hein, mais moi, je suis assez d'accord. Hein, je reviens du Mali. Hein, on m'a dit tu vas pas faire ta grosse française avec la démocratie, c'est insupportable pour eux. Hein. On les a forcés, marche forcée vers la modernité. Il y a toutes les lectures de la modernité, la postmodernité qui sont absolument contre les catégories. Pareil. Alors, ce que tu peux faire, si tu fais une caricature, tu le dis en épistémologie, tu dis je vais forcer le trait et je vais utiliser le procédé de la controverse. En épistémologie, il y a plusieurs procédés. Il y a tirer un concept vers une autre discipline, ça marche bien en gestion. Ils adorent prendre des mouvements sociaux qui les retournent chez eux. Il y a le réductionnisme, c'est-à-dire caricaturer une théorie et puis dire voilà, Bourdieu c'est la reproduction. Ça, on entend ça tout le temps, alors on est là, oui, c'est pas que ça, c'est un peu voilà. Et puis il y a la controverse qui est intéressante. Là, tu dis pour travailler sur mon sujet, je vais faire une controverse, c'est-à-dire je vais faire deux caricatures opposées qui ne sont pas vraies. C'est un peu comme les idéotypes de Max Weber, c'est pas vrai, mais je m'en sers pour réfléchir. Et après je les laisse tomber, c'est pas dans ma conclusion. Voilà, je les ai caricaturés en poussant le trait. Ça m'a forcé à réfléchir, à revoir mon terrain différemment. Mais je jette. C'est surtout pas dans les conclusions parce que, au secours, quoi, la simplification du réel, c'est
c'est le pire qui puisse nous arriver en tant que chercheur, je pense, puisqu'on est là justement pour montrer sa complexité. Sinon, il n'y aurait pas de sciences humaines et sociales. Il y aurait des maths, enfin, en gros, ou de la neuroscience. Enfin, on est là pour. Si on se met à simplifier nous aussi, c'est ridicule, quoi. Ils ont gagné. Merci beaucoup. Je suis, en tout cas, par rapport à vos positions scientifiques, je suis parfaitement en accord avec vous. Je pense que, bon, dans la présentation, il a un petit peu caricaturé le propos de cette idée du mais du coup, dans ma tête, justement, je cherche à complexifier. En fait, j'utilise une catégorie descriptive qui n'est pas justement celle que j'ai utilisée ici de conservateur et de c'est celle d'association étudiante institutionnelle, c'est-à-dire créée par les autorités, et celle d'association étudiante autonome, créée par les étudiants eux-mêmes. En fait, les associations étudiantes qui ont pignon sur rue dans les universités, ce sont des associations étudiantes institutionnelles. Voilà. Donc, et non seulement, vous allez me dire que c'est pas des catégories, descriptives, vous donnez un nom à deux types d'associations, simplement à partir du critère du fondateur. Est-ce que c'est les autorités qui ont fondé, qui ont créé, ou est-ce que c'est les étudiants? C'est descriptif. Maintenant, moi, ma thèse en fait portait sur l'engagement militant étudiant en situation sanitaire, parce que le cas du Cameroun. Donc moi, ce que j'analysais, c'était à partir de récits de vie de leaders étudiants, sortent dans des associations institutionnelles largement plus nombreuses que dans des associations étudiantes autonomes, beaucoup, enfin voilà, et au final, et là j'ai remarqué quoi? Complexité, pour rejoindre sur la complexité, c'est qu'il y a des passerelles, c'est des récits, c'est des carrières militantes qui évidemment ne sont pas linéaires et qui du coup, et non seulement il y a des passerelles, figurez-vous même que dans des situations de crise, notamment la fameuse grève étudiante de 2005, on a même des engagements simultanés dans les associations étudiantes institutionnelles et dans les associations étudiantes autonomes. Simultanés. Qui rendent, donc il n'y en a pas énormément, mais donc j'ai des récits de vie avec des étudiants qui ont, au moment de la crise de 2005, eu des engagements à la fois dans des associations les deux, et qui m'ont rapporté la situation schizophrénique dans laquelle ils se retrouvaient, à la fois en tant que représentants des leaders d'associations institutionnelles et de membres, en général, ils n'avaient pas de poste, en fait, des gens qui étaient à la base dans des associations institutionnelles pour la plupart, qui du coup se sont rapprochés de la DEC à la faveur de ce mouvement, de grève de 2005. Et donc, pour dire que, certes, je parle de ces catégories descriptives, pour au final montrer la complexité des trajectoires des militants et essayer de donner d'analyser les facteurs explicatifs de ces bifurcations militantes très classiques en fait en sociologie des mouvements sociaux. Et je pense que voilà, j'essaie de complexifier. Maintenant, un dernier point sur la question de l'engagement, de la participation des étudiants, des chercheurs à la recherche. Parce qu'en fait, la question de laquelle il est parti très beaucoup, c'est celle-ci. La question de l'engagement. Et moi, je pense que la position de l'avoir, c'est simplement celle d'objectiver cette subjectivité. Oui, je suis favorable à la démocratie, plus favorable à la démocratie, ou du moins à des pratiques démocratiques qu'à des pratiques autoritaires. Je l'avoue, je n'en ai pas honte. Et je suis scientifique aussi, ça ne m'empêche pas d'avoir des engagements, et je l'ai dit, j'ai écrit dans l'introduction de ma thèse, voilà, moi j'ai une position, celle-là, ça fait que ça produit des biais sur mes données, etc. On va peut-être échanger, continuer. Voilà, pardon, excusez-moi. Moi je sais qu'après l'heure, je ne vais plus vous voir du tout, donc j'aimerais bien échanger aussi avec vous. Juste un commentaire. Jean-Pierre Olivier de Sardin ne s'inspire pas de Michel Foucault. Peut-être que le contre-modèle de Michel Foucault. Pour Olivier de Sardin, la gouvernance locale, c'est un ensemble de relations qui se modulent entre les acteurs, alors que pour Michel Foucault, le développement, la gouvernance est une machine ayant des aspects instrumentaux.
Et donc, peut-être, c'est l'anthropologue de développement James Ferguson qui s'inspire beaucoup en s'inscrivant dans une école dépendantiste, qui s'inspire de Michel, qui est le Michel Foucault. Non, mais pour vous dire, quand on se trompe. Ah non, c'est pas qu'on se trompe, c'est qu'il y a des auteurs qui c'est du recyclage de recherche et de la circulation des idées. On est dans la circulation of ideas, il y a un bouquin là-dessus qui montre en quoi les idées françaises circulent aux États-Unis et reviennent maintenant. On est dans la circulation des idées. Mais du coup, quelquefois, quand on dit Foucault-Bourdieu, c'est bien délire en direct. Mais quand on regarde les écrits, c'est effrayant. Je peux suggérer une méthodologie. On fait la fermeture, non, on fait la fermeture officielle et après on a là-bas, on peut discuter encore entre nous pour un petit groupe. Il laisser des gens qui ont besoin de partir à son... parce que c'est clairement intéressant et c'est clair aussi que dans la majorité des textes n'est pas éclairé totalement la vision de participation que l'auteur a utilisée, et ça avec notre différence et les différences de notre contexte, c'est vraiment important de cadrer un peu au début les références. Je dis un peu au début, de cadrer les différences et les références de chaque vision de participation. Ça facilite nous aussi dans l'introduction à la revue vers les typologies différentes des visions participatives qu'on a, parce que c'est clair au moins qu'on a des grandes familles dans les textes aujourd'hui qui sont des pratiques de participation par irruption et j'utilise la terminologie des Ibarra, pour éruption et pour invitation, non? Mais il y a des hybrides aussi, et alors je crois que c'est important d'éclairer ça, et c'est important ce débat à la fin parce qu'il montre qu'on a des choses encore à nous dire pour dialoguer entre nos différents articles. Et je laisse 5 minutes à mon collègue. Bonsoir. Alors, je vois que nous sommes là dispersés. Je requiers 2 minutes juste, le temps de donner quelques éléments pratiques qui seront utiles pour chacun, et ensuite on pourra continuer par la brief. Alors, ces éléments pratiques qui sont les suivants. D'abord, nos remerciements, chaleureux remerciements à chacune et à chacun pour avoir accepté de venir ici faire l'exercice, que ce soit pour les contributeurs qui ont préparé des papiers, qui nous ont envoyés à temps ou pas, la plupart du temps pas. Un gros merci aux discutants et aux discutantes qui ont consacré le temps à relire les papiers, à faire des notes de commentaires, à prendre l'avion et le train, pour l'essentiel d'entre eux d'ailleurs, à modifier les agendas pour être là. Donc je les remercie, et certains ont fait le déplacement, et malheureusement pour certaines raisons de force majeure, les personnes qui ont discuté les papiers n'ont pas pu être présents ou participer. Un aura particulier encore à celles et à ceux-là. Pour la suite, comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons envoyer à l'ensemble des contributeurs les commentaires que nous avons reçus des discutants et de ceux qui ont également mené des échanges. Nous avons pris les notes, nous avons enregistré. Donc, en fait, l'ensemble de ce que nous enregistrons ici va nous servir, plus les commentaires des discutants et des discutantes, de faire des commentaires aux contributeurs. C'est la première étape. À la suite de ceci, les contributeurs devront envoyer une version V2, laquelle version va encore aller chez les mêmes personnes qui ont fait la première discussion de leur papier, et au besoin, suivant les cas, à une deuxième personne. Et lorsque on va recevoir ça, on va renvoyer aux contributeurs, et il est possible que nous fassions 2 à 3 allers-retours suivant les cas. Souvent, il y a des textes qui sont plus aboutis que d'autres, etc. Et lorsque on aura un corps de texte plus abouti et qui
dialogue entre eux. Vous avez compris qu'il faut un centrage. C'est ce point qu'il va souligner et que d'autres également mentionné. Nous avons choisi quelques-uns étant donné que Giovanni a déjà indiqué qu'il y avait un deuxième dossier qui devait faire suite à celui-ci. Donc en fait, il y a des points qui seront abordés ici et d'autres qui seront abordés pour plus tard. Et donc ici, la revue l'indiquant, comparée, on va beaucoup insister sur l'approche comparative, alors que dans d'autres, pour le deuxième dossier, on pourra travailler sur des monographies à feu. Ce ne sera pas tout à fait le même type d'approche. Donc tout cela sera indiqué, et Inch'Allah, d'ici mi-mai, on pourra peut-être, j'espère, avoir de quoi pouvoir envoyer à notre correspondant au niveau de la revue. Donc voilà, ça c'est la first step. Et lorsqu'ils vont finir d'évaluer, qu'ils vont citer les papiers, ensuite on va voir comment on peut passer à l'étape suivante. Donc voilà, je vous remercie, nous vous remercions encore, et puis au plaisir de continuer à échanger par mail, et peut-être de nous retrouver, parce que l'idée aussi c'est que ceux qui sont venus, comme ceux qui ont envoyé le papier, Ousmane m'indiquait que lorsqu'il a commencé à faire sa thèse, lorsqu'il faisait sa thèse sur la question de la participation et de l'Afrique, il y avait très peu de papiers qui étaient écrits sur le sujet. Nous avons l'ambition, avec ce dossier, de faire un premier dossier consacré à ce sujet sur l'Afrique. Et donc, c'est une autre responsabilité que nous portons aussi, et un joli projet. L'idée, c'est que nous puissions mettre en place un groupe de travail. On va discuter avec le GIS Participation. L'échange va commencer avec le GIS Participation, mais je pense qu'avec d'autres documents aussi qui travaillent sur la question, avec différents angles et différentes dimensions qu'on peut trouver sur la question de la participation. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on se projette à partir d'ici. Merci encore, Aïchek, Mégame, au revoir.